Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors en ce moment c'est le CES, et au CES généralement on a quand même une paire d'annonces, ici on en a quand même eu quelques-unes, hein, de la part d'AMD, d'NVIDIA et aussi d'Intel. Du coup on a quand même pas mal de choses à voir côté GPU, CPU, et il y a quand même des choses intéressantes, du coup allons-y, c'est parti. Alors, on commence avec Intel. Intel qui nous a sorti énormément de nouvelles références de processeurs de génération 12, hein. Donc, Intel, en ce moment, décline Alder Lake à toutes les sauces. Bon, c'est peut-être un petit peu trop de références, d'ailleurs, hein. Que ce soit pour les PC de bureau ou les PC portables, on a énormément de choix, avec des coupes plus ou moins intéressante. Bon, je trouve qu'il y a quand même vraiment beaucoup trop de modèles. Pour les PC de bureau, il y a quand même deux références qui sortent vraiment du lot, hein, je trouve, dans ces nouveaux processeurs non-K, au niveau performance-prix, très clairement. Encore une fois, hein, c'était déjà le cas sur la génération 10 et 11. Les plus intéressants en perf-prix, ce sera l'i5 12400, et tout particulièrement le 12400F. Alors la seule différence entre les deux, hein, c'est au niveau de la partie graphique qui est intégrée ou non, et aussi le prix du coup, puisque le processeur avec partie graphique, hein, le 12400 tout court, coûte un petit peu plus cher. Par contre, le 12400F, on le voit ici, hein, alors le prix c'est 167 $, alors très concrètement on le retrouvera plus aux alentours des 200 € en Europe. On l'a déjà vu apparaître dans certaines boutiques, alors je recommande pas de les acheter actuellement, puisque clairement c'est un petit peu plus cher que ce que ce devrait être, hein. Par exemple chez Grosbill, c'est 219 balles pour le 12400F. Si vous arrivez à avoir un code de réduction quelconque, ça peut peut-être passer, mais c'est quand même un petit peu trop cher. Et chez LDLC, j'en parle même pas, hein, 260 balles, on se fout de la gueule du monde, comme d'habitude. Faudra peut-être attendre de voir ça débarquer chez Rue du Commerce, qui sont généralement un petit peu plus raisonnables au niveau des tarifs des processeurs dernièrement. Ce sera peut-être pas le cas ici, j'en sais rien. Alors pourquoi est-ce que ces 12400 et 12400F sont très intéressants? C'est tout simplement parce que ça offre les performances, grosso modo, hein, d'un 5600X d'AMD, pour un prix quand même bien moindre. Donc avec la sortie également des nouvelles cartes mères chez Intel un petit peu moins chères, ça peut faire un combo processeur-carte mère quand même hyper intéressant en performance-prix. Alors sur quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme, hein, chez Intel, on nous a aussi annoncé un 12900KS, qui est en fait grosso modo un 12900K avec des fréquences plus élevées, du coup qui devrait consommer encore plus. Quel intérêt? Je sais pas. Déjà à 5.2 GHz, c'était pas absolument génial au niveau perf par watt, hein. Alors là ça devrait être encore pire. Pour grappiller quelques pourcentages de perf en plus, je vois pas trop l'intérêt, mais je pense qu'encore une fois, hein, c'est le concours de zizi sur le haut de gamme entre Intel et AMD. Ça sort très certainement, hein, pour éviter qu'AMD reprenne la couronne sur le gaming avec ses processeurs Zen 3D. On va en parler un petit peu plus tard, mais bon là clairement, vu ce qui se profile chez AMD, ça valait peut-être pas le coup de s'embêter. Toujours chez Intel et un petit peu plus décevant, hein, on reparle de Arc, Alchemist, bon là il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent encore une fois, hein, malgré la sortie qui se rapproche de plus en plus, hein, ça y est, on est en 2022. Normalement ça sort premier trimestre 2022, et on n'a toujours pas d'infos vraiment concrètes en dehors d'Intel qui nous montre une vidéo complètement inutile de soi-disant gameplay sur Arc. C'est cool, mais on ne sait pas du tout ce que ça donne au niveau des performances. On sait pas quelle carte est utilisée, enfin on sait rien, donc ça pourrait tourner sur un autre GPU, on ne serait pas plus au courant, hein, ça changerait que dalle. Donc clairement la Intel brasse du vent actuellement, ce qui est à la fois inutile et inquiétant d'un certain point de vue. Qu'on aimerait maintenant, hein, très clairement, c'est d'avoir un petit peu plus d'infos concrètes sur Arc. La seule vraie histoire intéressante sur Arc, sur ce CES, hein, c'est qu'apparemment, on devrait avoir le support du XeSS, hein, donc le concurrent du DLSS Made in Intel, sur Death Stranding Director's Cut, qui du coup aura bien le DLSS et le XeSS dans le même jeu, ce qui sera intéressant pour faire des comparatifs. Alors on passe maintenant chez Nvidia, et chez Nvidia, on a eu une vidéo soporifique à souhait, et dans cette vidéo, hein, en gros, les seuls trucs intéressants, c'était l'annonce de la RTX 3090 Ti, hein, dont on entend parler depuis un bon moment, et aussi de la RTX 3050. Alors la 3090 Ti, bon, on le sait depuis un bon moment maintenant, hein, c'est en gros
le GA102 complet avec de la mémoire plus rapide et très certainement un léger overclock au niveau des fréquences sur le GPU, ce qui nous amène à une carte qui va consommer 450 watts, aucun intérêt. Alimentation recommandée pour ce GPU 1000 watts, hein, c'est absolument délirant et complètement débile. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de sortir cette nouvelle carte là, actuellement. Si on arrive à plus de 5% par rapport à la 3090 classique, ce sera déjà beau. En dehors de ça, hein, je vois pas trop l'intérêt de la carte, si ce n'est habituer les consommateurs à avoir un TDP de 450 watts, hein, puisque la prochaine génération, ça devrait pas être mieux. Et moi, ce qui me questionne, hein, c'est quel est l'intérêt de sortir ce type de carte si tard dans la génération de GPU, puisque pour rappel, hein, normalement, la suite doit arriver en fin d'année 2022, et généralement, hein, Nvidia nous sort ces nouvelles cartes aux alentours de septembre-octobre. Cette 3090 Ti, si elle arrive avant la fin du mois, bah, en gros, elle aurait une durée de vie sur le haut de gamme d'environ 10 mois à tout péter, ce qui en réduit considérablement l'intérêt pour une carte qui va coûter plus cher qu'une 3090, surtout quand on sait hein, que les RTX 4000 et les futurs RDNA 3 d'AMD devraient massacrer les performances des cartes actuelles. Bon, personnellement, je m'y risquerai pas, alors après vous faites ce que vous voulez de votre argent, hein, moi je m'en fous. Mais très clairement, acheter une 90 Ti ou même 90 ou 80 Ti actuellement, au prix où elles sont, je trouve que c'est pas intéressant du tout. Un petit peu plus intéressant, quoique on verra bien, la RTX 3050. Alors, comme on avait entendu dire hein, dernièrement, ce sera bien une 3060 bridée. Alors, au niveau de la coupe, on passe de 3584 corps à 2560, et tout le reste suit également, hein, que ce soit le nombre de RT Core, de Tensor Core, la taille du bus mémoire et compagnie. On passera d'un bus 192 bits à un bus 128 bits. On n'aura plus 12 Go de RAM, mais 8 Go de RAM, ça c'est plutôt une bonne chose. Par contre, au niveau de la coupe, c'est quand même un petit peu plus sévère que ce que je pensais. Au niveau des performances, ça devrait être quand même un bon cran en dessous de la 3060. Mais ce qui ne veut pas dire que la carte ne peut pas être intéressante en 1080p par exemple, où elle devrait offrir des performances largement suffisante hein, pour cette résolution. Au niveau du tarif annoncé, 250, alors là, c'est là que ça se joue en fait. Parce qu'à 250 balles, pourquoi pas? Par contre, si c'est comme la 3060, hein, actuellement la 3060, elle tourne plus aux alentours des 600-700 balles que des 330. Cette 3050, à mon avis, si elle est en dessous de 500 balles, ce sera déjà beau. Alors après, hein, très clairement, le moment le plus intéressant pour acheter ce type de carte, c'est le jour de la sortie. C'est quasiment le seul moment où on peut peut-être, c'est même pas sûr, trouver des cartes proches du prix annoncé. C'est très clairement ce qu'on a vu dernièrement hein, avec les sorties les plus récentes qui étaient les 6600 XT et 6600. C'était plus le cas pour les 6600 XT d'ailleurs. Le prix annoncé n'était pas très intéressant. On a vu qu'en boutique, ça l'était encore moins, mais alors les prix ont encore monté beaucoup plus après. Je m'attends pas à ce que ce soit différent avec la 3050, tout particulièrement parce qu'elle a aussi 8 Go de RAM, même si c'est une carte LHR, elle intéressera quand même malgré tout probablement les mineurs de crypto. Donc si cette carte vous intéresse, hein, faudra vraiment être au taquet le jour de la sortie, le 27 janvier. Alors Nvidia nous a aussi annoncé un bon paquet de nouveaux GPU pour PC portable, alors on va pas rentrer dans les détails, hein. La seule chose vraiment intéressante à mon sens, pour moi, peut-être pour vous aussi du coup, c'est qu'on aura bien un GA103S qui n'a jamais été utilisé jusqu'ici, hein, puisqu'on avait le GA104 qui équipait les 3070 et le GA102 qui équipait les 3080 et supérieurs. Donc là, on a bien le GA103 dont on entend parler depuis très longtemps, mais qu'on n'a jamais vraiment vu en action jusqu'ici. Le gros intérêt du GA103, en gros, c'est que ça permet d'avoir plus de cul d'accord que sur le GA104. J'aurais bien aimé voir ce type de carte sur PC de bureau. Ça aurait été intéressant de voir comment ça se comporte un GA103 complet face à une 3080 classique. Hein. Le gros intérêt aussi du GA103, c'est qu'on a un bus mémoire 256 bits, et qui dit bus mémoire 256 bits, ça aurait pu vouloir dire des cartes avoisinant les performances d'une 3080 de base, le modèle à 10 Go, mais avec 16 Go de RAM. On l'aura probablement jamais, mais ça aurait pu être intéressant. Et on enchaîne chez les rouges maintenant avec AMD qui a annoncé beaucoup de choses en processeur et en GPU, et donc on aura bien la RX 6500 XT qui nous a été annoncée ici à 200 balles pour la sortie. Alors par contre, on a eu les specs de cette 6500 XT, et chose intéressante, c'est que ce sont les premiers GPU fabriqués sur le 6 nanomètres TSMC au lieu du 7 nanomètres pour tout le reste de la gamme jusqu'ici. Et au niveau des specs, dans l'ensemble, on l'avait déjà vu,
C'est bien une 6600 XT coupée en deux au niveau des specs. Par contre, au niveau des fréquences, et c'est ce que j'avais dit dans la vidéo où j'en parlais, de la 6500 XT, on aura bien une carte poussée le plus haut possible par AMD pour combler justement ces specs un petit peu faiblardes, puisqu'au niveau de la fréquence en boost, on est à 2815 MHz, ce qui est quand même très très élevé, on s'approche des 3 GHz. Pour une carte d'entrée de gamme, c'est quand même pas trop mal au niveau de la fréquence, au niveau de tout le reste, c'est pas le propos, mais c'est quand même une fréquence très très élevée pour une petite carte telle que celle-ci. Et autre chose intéressante sur cette carte, c'est qu'on aura de la GDDR6 à 18 Gbps, là où sur la 6600 XT et la 6600, on avait respectivement de la RAM à 16 et 14 Gbps. Donc au niveau de la fréquence de la RAM, on devrait avoir ici quelque chose d'un petit peu plus élevé que sur les autres cartes. Bon alors par contre, on sera bien évidemment bridé par la taille du bus mémoire qui passe de 128 à 64. Donc au niveau de la bande passante, on a une grosse coupe. Alors très clairement, cette 6500 XT, elle va pas révolutionner quoi que ce soit au niveau des performances. Par contre, on voit bien qu'ici, encore une fois, AMD a essayé de pousser cette petite carte le plus loin possible, en poussant la fréquence assez haute, et aussi en mettant de la RAM relativement rapide pour une carte de cette gamme-là. Et pourquoi AMD a choisi de faire ça? C'est tout simplement pour la vendre le plus cher possible. Puisque bon, en toute logique, ce type de carte, dans un marché normal, ça aurait coûté entre 100 et 150 balles grand maximum. Ici, on est à 200 balles, et très clairement sur le marché, on devrait plus se rapprocher des 250-300 balles au moment de la sortie. Alors après, le gros point noir, ou avantage, ça dépend de quel côté on se place, c'est les 4 Go de RAM. 4 Go de RAM, alors à l'heure actuelle, c'est pas beaucoup, mais pour du 1080p medium high, ce qui devrait être le niveau de performance que cette carte-là devrait offrir, ça peut suffire. Le gros avantage des 4 Go de RAM, c'est que ça devrait tenir à distance certains mineurs de crypto, peut-être pas tous, mais ça devrait en dissuader certains puisqu'on ne pourra pas miner d'Ethereum avec cette carte-là. Par contre, d'autres cryptos pourraient être intéressantes à miner avec elle, donc ça, on verra bien. Ça devrait peut-être permettre du coup à cette carte d'avoir un prix qui ne s'envole pas trop. Je m'engage pas là-dessus parce qu'on n'en sait rien, on verra bien. Mais bon, encore une fois, c'est une carte qui devrait coûter beaucoup moins cher. C'était déjà le cas des 6600 XT et des 6600. Je m'attendais même à ce que le prix officiel soit un petit peu plus élevé que ça. Je l'attendais plus aux alentours des 250. Mais comme Nvidia se place à 250 balles avec sa 3050, ça paraissait compliqué au vu des specs de la placer juste en face. Donc je suis pas persuadé de voir qu'AMD place cette 6500 XT à 200 balles, d'autant plus qu'on sait qu'Intel arrive également avec des cartes bas de gamme, avec un tarif potentiellement plus agressif. Dans le contexte actuel, ça reste malgré tout une option qui pourrait intéresser certaines personnes. Après, on verra bien évidemment ce qu'il en ressort au moment de la sortie. Encore une fois, comme pour la 3050, si la carte vous intéresse, il faudra essayer de l'acheter le jour de la sortie. La carte est prévue pour le 19 janvier. Personnellement, je vais essayer de m'en procurer une pour la tester, tout comme la 3050. Souhaitez-moi bonne chance, on verra bien. Alors, toujours chez AMD, côté GPU, AMD nous a annoncé une mise à jour des drivers avec l'ajout du RSR. Alors, le RSR, c'est très clairement une réponse au NIS d'NVIDIA. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le NIS d'NVIDIA, c'était quelque chose qui existait déjà dans les drivers depuis très longtemps chez NVIDIA, qu'ils ont un petit peu renommé et remis en avant, puisqu'en gros, le NIS, ça permettait de faire un upscaling avec tous les GPU NVIDIA, et un upscaling qui ressemblait énormément à ce que propose le FSR. La seule vraie grosse différence, c'est qu'il n'y a pas besoin d'implémenter le NIS et donc ce futur RSR dans les jeux par les développeurs, donc potentiellement ça marche dans beaucoup plus de jeux. Par contre, le gros point faible du RSR et du NIS, c'est que comme il n'y a pas d'implémentation officielle dans le jeu, l'image entière est upscalée, tandis que le FSR, on n'upscalait pas les effets post-processing ou le HUD. Donc ce qui fait que dans certains jeux, ça rend pas terrible, tandis que le FSR, ça esquivait un petit peu ces problèmes-là. Mais bon, c'est une option en plus dans les drivers, que ce soit chez Nvidia ou chez AMD, c'est très bien de l'avoir. Par contre, il y a quand même quelques petits points qui me chiffonnent sur ce RSR, alors je ne sais pas si ce sera le cas tout le temps ou si ça va être changé par la suite, mais le RSR ne devrait fonctionner qu'en mode full screen, total,
et non pas en full screen window, ce qui est un petit peu chiant déjà comme ça. Et en plus, ça ne fonctionnerait que sur RDNA, donc sur la gamme 5000 et 6000 chez AMD. Mais bon, dans l'ensemble, ça va pas changer grand chose au niveau des upscalers, hein. Ce sera du FSR de moins bonne qualité dans les jeux qui ne supportent pas le FSR officiellement. Bon, c'est une option de plus, tout comme le NIS était une option en plus, qui peut avoir un intérêt. Alors maintenant, côté processeur, là aussi, hein, chez AMD, on a eu beaucoup d'annonces de nouvelles références de processeurs. Par contre, on a bien eu la confirmation du Ryzen 7 5800X 3D, et je dois bien avouer qu'au final, c'est assez décevant quand même. Puisque bon, hein, apparemment, c'est officiel, il n'y aura qu'un seul modèle de processeur avec 3D stacking pour le grand public, et ce sera un 8-core 16 threads maximum. Alors ça s'explique de plusieurs façons, hein. Déjà, rien qu'en regardant les specs, on comprend tout de suite qu'il y a certaines limitations avec ce 3D stacking, puisque on a toujours nos 8-core 16 threads, comme le 5800X classique. Par contre, au niveau des fréquences, on a une diminution, ce qui veut dire que soit AMD a cherché à garder le même TDP que sur le 5800X, donc 105 watts, ou alors, au niveau de la fréquence, ils étaient limités sur la fréquence maximale. On verra bien au moment des tests s'il y a moyen d'overclocker la chose ou pas. Par contre, hein, on passe bien de 32 mégas de cache sur le 5800X, ici à 96 mégas de cache au total pour ce Ryzen, hein, et on sait que pour le gaming, le cache de niveau 3, ça a eu une importance quand même assez élevée, ce qui permet, au vu des résultats donnés par AMD, hein, jusqu'ici au niveau des benchmarks qu'ils ont fournis, on s'attend toujours à environ 15% de performance en mieux par rapport à un Ryzen 5800X classique en jeu. Et comme on le voit ici, hein, ça permettrait aussi à ce 5800X 3D d'arriver au même niveau de performance en jeu qu'un 12900K. Alors c'est très bien d'arriver à parité, voire un petit peu mieux dans certains titres. Alors il y a certainement des jeux aussi où c'est moins bien, mais ça ils ne le montrent pas. Par contre, est-ce que c'était vraiment nécessaire du coup de faire ça pour reprendre la couronne des performances gaming pendant quelques mois? On sait pas trop. Surtout quand on sait qu'Intel, on l'a vu juste avant, allait sortir un 12900KS overclocké encore un petit peu plus. Bon, cette bataille de zizi est un petit peu ridicule. Alors après, la prouesse technologique reste intéressante, hein. On voit que juste rajouter du cache de niveau 3 permet d'augmenter quand même significativement les performances d'un processeur qui existe déjà depuis maintenant plus d'un an, et qu'on arrive quand même à augmenter d'environ 15% les performances de celui-ci en jeu tout en diminuant la fréquence. Donc clairement, c'est une approche vraiment maligne, intéressante, et c'est pas vraiment surprenant qu'AMD mise de plus en plus sur le cache, hein, que ce soit sur les processeurs ou les GPU, puisque clairement ça apporte un gain assez énorme pour un coût au final plutôt modéré, et c'est plus simple que de designer une puce plus rapide. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui attendait d'autres modèles pour différentes raisons. Certainement pas mal d'entre vous auraient aimé plutôt avoir un 5900X 3D, voire un 5950X 3D ou un 5600X 3D. Pourquoi est-ce qu'AMD ne le fait pas? Je dirais que la réponse est sur l'image ici en fait. Puisque comme on le voit ici, hein, sur un 5800X c'est un chiplet complet avec les 8 puces actives, avec ici le cache de niveau 3 rajouté au milieu. Si on avait un 5600X avec le cache toujours au milieu, mais on aurait deux puces au niveau du processeur qui sont désactivées. Pour un 5900X, c'est pareil, on aurait deux puces, on en aurait une en plus ici, avec là aussi deux chiplets avec uniquement 6 cordes activées, avec un gros cache entre les deux, ce qui au niveau coût n'aurait pas été forcément très logique pour AMD, ça leur aurait coûté peut-être un petit peu trop cher, et c'est pareil pour le 5950X, alors ils auraient très certainement pu le faire. On aurait eu nos deux puces complètes, avec notre cache au milieu, mais est-ce qu'au niveau de la consommation ça aurait été intéressant ou permis d'avoir les mêmes performances que ce 5800X? C'est pas sûr, et en plus ça aurait fait cramer deux chiplets avec 3D V-Cache sur un processeur grand public orienté gaming, puisque ça n'augmentera probablement pas beaucoup les performances en applicatif, ce qui est le cœur de cible du 5950X. Donc si on regarde ça d'un côté segmentation, on comprend pourquoi AMD a décidé de ne produire qu'un 5800X 3D, même si en champ du signe de la plateforme AM4, on aurait probablement préféré avoir plus de choix. Pour un dernier upgrade, eh bien, on est du coup limité au 5800X. Alors ça n'en fait pas du tout un mauvais processeur, par contre, au niveau du timing, au niveau des performances, et la grosse inconnue c'est le tarif, est-ce que ça va vraiment valoir le coup par rapport à un 5800X classique?
J'en suis pas persuadé, puisqu'encore une fois, hein, avec les processeurs, pour voir vraiment la différence en gaming, il faut jouer en 1080p la plupart du temps. Quand on joue en 1440p, et quand on joue en 4K encore plus, hein, le processeur a de moins en moins d'importance puisque le goulot d'étranglement, c'est le GPU. Surtout qu'en plus de ça, hein, le processeur est censé sortir au printemps. On sait qu'en fin d'année, on aura les Zen 4 et la plateforme AM5 qui va arriver sur le marché. Du coup, ça arrive vraiment très tard. Intel aura déjà préparé sa réponse et sorti sa réponse avant ce 5800X 3D. Bon, si le prix en plus n'est pas très intéressant, même par rapport à un Ryzen 5000 classique, je vois pas trop l'intérêt. Il y avait une petite fenêtre de tir pour ces processeurs en Zen 3D. Malheureusement, hein, je pense que ça n'intéressera pas grand monde au final, même si ça en fera bien évidemment le processeur gaming le plus puissant sur la plateforme AM4. Après, est-ce que ça vaut le coup? J'en suis de moins en moins persuadé. Et toujours côté processeur, chez AMD, maintenant plus côté PC portable, on a une toute nouvelle génération d'APU de la part d'AMD. C'est les puces qui avaient le nom de code Rembrandt jusqu'ici. AMD a décidé de leur donner le nom Zen 3 Plus, alors c'est le retour de Zen 3 Plus, sous une forme qu'on n'avait pas vraiment espéré avoir ici. C'est différent de ce qu'on pensait à l'époque. Et la grosse différence par rapport aux anciens APU sur la génération 5000 pour PC portable, eh bien c'est qu'ici on passera bien à du RDNA 2 pour la partie graphique, et on passe aussi du 7 nanomètres TSMC au 6 nanomètres TSMC ici. Alors on s'aperçoit qu'AMD commence du coup à bouger petit à petit sa production vers le 6 nanomètres TSMC, tout du moins pour une partie de la production, ce qui veut potentiellement dire plus de puces sur le marché de la part d'AMD, puisqu'ils ne vont pas diminuer leur production sur le 7 nanomètres pour l'instant. Donc à terme, hein, si AMD continue de split sa production sur plusieurs lignes de production différentes, ça devrait améliorer la disponibilité globale des puces d'AMD. Bon, ça c'est le côté un petit peu production. Par contre, passer sur le 6 nanomètres TSMC, ça permet à AMD de gagner encore plus sur le performance par watt, puisque ces nouveaux APU, hein, c'est vraiment de toutes petites puces. Et même si on passe sur du RDNA 2, on voit qu'au niveau de la consommation, même sur les plus grosses puces ici, hein, comme par exemple le 6980HX, alors le nom est dégueulasse, on passe à du 45 watts et plus, qui n'est pas vraiment énorme. Hein. On voit que le 6980HS, c'est du 35 watts, pour du 8 corps 16 threads qui arrive à 5 GHz, avec 12 corps RDNA 2 à 2.4 GHz, c'est là aussi vraiment assez impressionnant hein, pour une puce de taille vraiment modérée, et pour les PC portables, avoir une si basse consommation pour un niveau de performance qui devrait être quand même plutôt intéressant, c'est bien vu de la part d'AMD. Enfin, c'est encore une fois une belle architecture pour PC portable, et j'espère qu'on la retrouvera assez régulièrement. Alors après, il faudra voir aussi ce que ça donnera par rapport aux nouvelles puces d'Intel hein, qui va décliner son Alder Lake sur PC portable, même si je pense qu'en performance par watt, AMD garde quand même un avantage sur Alder Lake. Hein. Alors par contre, au niveau de la segmentation, je suis pas vendu sur tous les choix qui ont été faits, puisqu'on voit que pour avoir la grosse configuration d'RDNA 2, avoir les 12 corps RDNA 2, ben, il faut obligatoirement avoir un processeur 8 corps 16 threads. Hein. Si on a un 6 corps 12 threads, et ben, du coup on a que la moitié des corps GPU, c'est quand même un peu moche. Hein. Habituellement, AMD, généralement, quand on passait d'un 8 corps à 6 corps, ils en enlevaient un ou deux de corps graphiques. Là, c'est quand même dommage de couper le nombre de corps graphiques par 2, juste parce qu'on passe sur un processeur à 6 corps. Là, je suis pas vraiment satisfait. Alors clairement, hein, c'est pour pousser les gens à acheter des modèles à 8 cœurs, des puces complètes, au lieu des puces bridées, soit à cause de la production, soit à cause de la segmentation. Bah là, clairement, on voit hein, que la stratégie d'AMD, au global, c'est d'essayer de pousser les gens vers les produits un petit peu plus premium. Alors AMD nous annonce un x2 au niveau des performances de la partie GPU par rapport au 5800U, hein, donc les APU d'ancienne génération basés sur l'architecture Vega. Alors je veux bien le croire. Après, on va attendre de voir les tests hein, pour voir vraiment ce que ça a dans le ventre et qu'est-ce que ça donne en conditions d'utilisation réelle. Bien évidemment, AMD a aussi mis quelques comparaisons avec l'offre d'Intel comme le i7 1165 G7. Bon alors les noms de puces pour PC portable, hein, c'est n'importe quoi. Et les GeForce MX 450. Alors on sait déjà que chez Intel on aura des nouvelles puces aussi pour PC portable. Et on aura aussi un MX 550 de la part d'NVIDIA.
qui ne doit pas changer grand-chose de toute façon. Donc là, clairement, AMD, on voit qu'ils ont un petit avantage aussi au niveau des performances gaming par rapport aux solutions les moins chères en face, donc que ce soit les APU d'Intel ou les toutes petites cartes graphiques de la part d'NVIDIA. Donc très clairement, ce qui se profile là, c'est que pour des PC portables avec uniquement partie graphique intégrée, AMD se positionne avec une puce qui paraît quand même plutôt séduisante, même si, encore une fois, il ne faut pas s'attendre à des performances incroyables en gaming. Ce sera mieux que ce qu'on a actuellement, mais on est quand même bien loin d'un GPU milieu de gamme. Puisque comme on le voit juste après, pour taper environ 60 fps en 1080p, que ce soit en médium ou low, c'est quand même assez compliqué. Et bien souvent, il faut passer par le FSR en mode ultra qualité. Et on sait très bien qu'en 1080p, quand on utilise le FSR, on a quand même une perte de qualité d'image assez significative. Alors très clairement, ce sera jouable, ce ne sera pas les meilleures conditions, et ce sera très certainement à un prix relativement intéressant, mais on est encore une fois bien loin que ce que peut nous proposer un GPU pour PC portable correct. Bon alors je sais que je m'étale un petit peu plus sur ces puces pour PC portable de la part d'AMD que les nouvelles puces d'Intel, parce que je trouve l'arrivée d'RDNA2 sur les APU plus intéressante, puisque bon, de manière générale, ici ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on ne devrait pas voir arriver sur PC de bureau ces nouveaux APU avec RDNA2. Ce ne sera pas sur plateforme AM4, et on verra bien si ça arrive sur plateforme AM5. Et en parlant de Zen 4 et d'AM5, AMD a montré des photos du socket, des puces, et on voit que les leaks qu'on avait vus il y a quelques temps se révèlent du coup valides, puisqu'on avait vu que le format, la forme du processeur ressemblerait bien à ça. Et encore une fois, la première chose que je me dis quand je regarde ce processeur, c'est qu'est-ce que ça va être chiant d'enlever la pâte thermique sur ce truc quand ça va couler dans les creux. Bon, on verra bien. Bon alors par contre, on n'apprend pas grand chose de nouveau sur la puce en elle-même, c'est grosso modo ce qu'on avait déjà entendu dire par le passé. Donc le Zen 4, amélioration de l'IPC et de l'architecture, bien évidemment. On a aussi confirmation du 5 nanomètres TSMC pour Zen 4 avec l'IODI en 6 nanomètres, alors que l'IODI actuel était toujours fabriqué sur le 12 nanomètres chez GlobalFoundries, il me semble. Donc on a bien un nouveau socket en LGA, on aura bien la DDR5, on aura plus de lignes PC Express génération 5, et apparemment plus de lignes Gen 5 que Intel actuellement, mais Intel va aussi répliquer l'an prochain avec Raptor Lake. Et au niveau de la consommation, on nous annonce du 105-120 watts de TDP avec 170 watts au maximum. Bon ça on verra bien. L'avantage de la M5, mais ça on le savait déjà aussi, c'est qu'on garde le même format, donc tout ce qui est refroidissement sera compatible avec les refroidissements actuels AM4. Donc bon, on n'en a pas vraiment appris beaucoup plus sur Zen 4, tout ce qu'on sait, c'est que AMD prévoit de sortir ça deuxième moitié 2022, alors très certainement dernier trimestre. On voit aussi que le Ryzen 7 7800 X3D, c'est printemps 2022. Encore une fois, ça arrive vraiment très tard, et beaucoup trop proche des futurs processeurs d'AMD, je trouve. Et pour terminer, on passe vite fait du côté des moniteurs qui ont été annoncés au CES. Alors, je ne vais pas faire le tour de tous les moniteurs qui ont été annoncés. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'on voit débarquer maintenant de l'OLED sur des moniteurs gaming. Ce qui n'avait pas vraiment été le cas jusqu'ici. Et j'espère que si c'est le cas, par exemple que ces nouvelles technologies basées sur l'OLED, comme ici le QD OLED ou chez LG on a du QNED, mini LED, il y a plein de nouvelles choses qui se profilent autour de l'OLED, et bien j'espère que ça améliorera principalement les problèmes qu'on avait au niveau du burn, puisque vous le savez sûrement, le gros problème de l'OLED, c'est le burn. Le burn, ça veut dire par exemple que si vous avez un logo ou la barre des tâches qui reste affichée et qui reste la même très très longtemps, en gros elle reste figée sur le moniteur, ce qui était un problème, puisque du coup si vous jouez en plein écran, vous avez possiblement un reste de barre des tâches qui restait affiché tout le temps. Donc j'espère vraiment qu'au niveau de l'OLED, les nouvelles technologies OLED permettront de diminuer fortement ça, voire de les faire disparaître, si possible, ce serait bien. C'est vraiment pour moi le gros point faible de l'OLED, puisqu'en dehors de ça, l'OLED c'est vraiment très très bon. Donc très clairement, ce nouveau type de moniteur, je trouve ça intéressant. Que ce soit du 34 pouces, 21 neuvième, ça m'intéresse encore plus. Par contre, je m'attends à ce que le prix soit absolument immonde dans un premier temps. Sans surprise, ce sera très certainement le type de moniteur vers lequel je me dirigerai dans quelques années, si l'OLED n'a plus les mêmes problèmes qu'il a eu jusqu'ici. À côté de ça, on a bien évidemment la nouvelle gamme de télé et de moniteurs de chez LG, et la plus intéressante, certainement à mon sens, c'est l'annonce des modèles 42 pouces pour les LG C2, puisque jusqu'ici, si on voulait utiliser
une de ces télés en tant que moniteur. On était obligé d'avoir quelque chose qui faisait 48 pouces, ce qui est quand même pas très pratique en moniteur. Et même pour certains salons, 48 pouces, ça peut faire un peu gros. Donc devoir débarquer des modèles un petit peu plus petits avec de l'OLED de bonne qualité, c'est une bonne chose. Reste à voir le prix de ces nouveaux moniteurs 42 pouces. Est-ce que ce sera intéressant ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est bien que l'option commence à arriver sur le marché. Donc, on verra bien. Et voilà un petit peu, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des choses les plus intéressantes, à mon sens, des annonces du CES pour l'instant. Il y a du bon, il y a du moins bon, et il y a du perplexe, on verra bien ce que ça donnera. Personnellement, je suis vraiment déçu qu'on n'ait pas eu plus à se mettre sous la dent côté GPU Intel, puisque c'est vraiment très clairement ce qui m'intéresse le plus pour cette première partie 2022. La deuxième partie 2022 s'annonce quand même assez fofolle, puisqu'on aura du nouveau processeur chez AMD, deux nouvelles générations de GPU chez Nvidia et chez AMD aussi. La fin d'année s'annonce quand même assez violente, donc ça va être une année bien plus intéressante que 2021 niveau hardware. Donc voilà pour les news as, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait les news as, bon bah là c'était l'occasion, très clairement. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube, n'hésitez pas à faire coucou sur Discord, à passer sur le stream, les liens sont dans la description. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, salut!